Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. L'Algérie a arraché son indépendance au prix d'un énorme sacrifice. 1,5 million de martyrs. Et parmi ces martyrs, des femmes et des enfants. Ce soir, à l'occasion de la journée du Shahid, nous allons rendre hommage justement à cette catégorie de la population algérienne, les femmes et les enfants qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Pour justement rendre un hommage à ces femmes et à ces enfants qui ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie, j'ai le plaisir de recevoir Madame Zoubida Mamria. Elle est écrivaine, mais aussi scénariste et auteur de plusieurs ouvrages concernant la guerre de libération nationale. Madame Zoubida Mamria, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir également M. Ammar Belkhouja, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur la colonisation, mais aussi sur la guerre de libération nationale. M. Ammar Belkhouja, bonsoir et bienvenue dans les dossiers Très ravi d'être avec vous et d'avoir à mes côtés Mme Mamria Zoubeida. Donc, vous avez préfacé le livre. Oui. Voilà. Donc, l'indépendance de l'Algérie était acquise comme chèrement payé, arraché, chèrement payé, comme on dit, Madame. Chèrement payé. Et tout à l'heure, on discutait, et je dis que j'étais en première loge, j'ai assisté à la mort de 2 personnes, donc dont les noms circulent aujourd'hui pour les citer comme héros, héros martyrs. C'était Hamlaoui à Constantine et Mariam Bouattoura. Moi, je ne le savais pas, évidemment, mais j'ai assisté en première loge parce que j'étais à l'hôtel de la rue Brunache et ils sont morts dans une impasse juste à côté. Et j'ai assisté de ma chambre d'hôtel. J'ai vu. J'étais toute jeune et elle. Le lendemain, je rentrais à l'école normale, en fait. Oui, c'était la rentrée. Oui. Et le soir même, il y a eu l'accrochage. Et j'ai assisté à ça. Mon père était avec moi. Il a essayé de me retenir, mais j'ai pas eu peur, en fait. Je me suis dit, bon, s'ils doivent nous tuer, Mais mon père, on est sorti de Soukharas. Avant Soukharas, on sortait avec un laissez-passer. C'était une zone interdite. Donc, mon père devait passer la nuit avec moi et repartir le lendemain matin. Son laissez-passer mourait. Donc, il ne pouvait plus rentrer au bled, quoi. C'est comme ça que ça se passait. Et il me laissait seule. Pour rentrer, je connaissais le chemin de l'école, quoi. Mais le lendemain, ça a été complètement barricadé. J'ai vécu cette scène-là en première loge, quoi. Est-ce que vous étiez justement consciente de ce qui se déroulait? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que j'ai vu les militaires dans les balcons, et ils tiraient sur des personnes. Oui. Et je ne savais pas, en fait, qui était en face. Parce qu'on avait mobilisé pour l'histoire, donc même un char, parce que... Ah, absolument, absolument. C'était un déploiement de force extraordinaire. Oui. Et puis, bon, je voyais les balles, c'était l'été, hein, c'était encore... C'était le mois de juin. Voilà, et donc les portes, les fenêtres étaient ouvertes, et on voyait les balles, comme des trucs qui sortaient, et il y avait un militaire qui était fait le balcon, à la chambre taille. Et donc, j'étais là, j'étais dans le lit, je ne bougeais pas. Et puis après, j'ai quand même risqué un œil, j'ai vu un cadavre au sol, et on tirait, on continuait à tirer sur le cadavre. Et après, l'ambulance a emporté quand même des blessés. J'apprends par la suite qu'il s'agissait de Mariam Bouattoura, qui, pendant que le monsieur tenait les militaires en respect comme ça, elle avalait les tracts. Elle avalait tous les papiers. Elle savait qu'elle allait mourir de toute façon. Et elle va être blessée, mortellement blessée. Elle va mourir en cours de route. C'est l'exemple d'engagement jusqu'à la dernière minute de la vie. D'où, donc, quand vous l'avez ciblé la prise au début. De conscience, là. Oui. Ma prise de conscience. La prise de conscience. J'ai vu cette scène-là. J'ai dit, ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Ça y est, c'est bon. Je sais où est mon camp. Je sais où je dois me situer, quoi, c'est clair. C'est terrible, hein, Mais l'enfant et les femmes étaient, tout au long de la colonisation, des victimes. Ah oui, et moi-même, j'ai vécu une scène, aussi encore une autre scène. Oui, oui. Tout enfant, j'avais la corvée
d'aller moudre le café. Parce qu'avant, on n'achetait pas le café par paquet. Le café, on le torréfiait à la maison. Oui, oui. Et on allait le moudre dans un moulin à café qui était situé à Tlaq Bessa. Les gens qui connaissent le Carras doivent connaître c'est carrément une rue réservée aux Arabes. Oui. Et il y avait là-bas un moulin à café. Et j'avais donc la grosse boîte pour moudre le café de toute la famille pendant... Et à un moment donné, il y a eu une rafle. Ils ont encerclé la Triq. Et comme il y a des fers barbelés un peu partout, il y avait deux moujahidines. Un des moujahidines, c'était l'épicier qui occupait le magasin dans notre maison. Je le connaissais. Mabrouk Atrous, il s'appelle. Il me reconnaît. Ah, il dit, il me prend la boîte des mains. Je ne sais pas ce qu'il en fait. Et il me la redonne. Et il me donne un paquet de légumes et fruits. Il me dit, Rohi, oustanini fil hanout. Donc moi je monte. Je vais donc l'attendre devant le magasin. Et ma surprise, c'est de voir qu'il va retirer de la boîte de café, il va retirer une arme. J'ai transporté l'arme sans le savoir. Pour franchir le barrage. Le barrage, parce que lui, il risquait. Et au lieu de la jeter ou de la perdre, il a préféré me la confier comme ça. Et j'ai donc traversé le barrage avec une arme sans le savoir. Monsieur Ahmad Brouja, donc les enfants étaient... il y a plusieurs exemples qui ont servi d'agents de liaison dans toutes les régions d'Algérie, que ce soit en wilaya 1, wilaya 2, wilaya 5, au niveau de la zone autonome d'Alger également. Oui. C'est sûr. Oui. Pour le docteur Frantz Fanon, il nous dit que le drame de l'homme, c'est d'avoir été enfant. Et un enfant, c'est une mémoire. Tout récemment, à Tiaret, je voulais lancer une émission concernant les souvenirs d'enfance. Oui. Souvenirs d'enfance, c'est quoi? C'est que cet enfant-là a vécu la guerre. Oui. On le néglige alors qu'il a emmagasiné tout ce qu'il a vécu pendant la guerre d'indépendance. Si vous permettez, M. Hassan Arabe, avant d'aborder un peu tout cet engagement d'enfants, toutes les catégories finalement sociales étaient impliquées dans ce combat féroce et violent contre le colonialisme français. Mais avant cela, dans des circonstances pareilles, je me fais l'obligation de citer ce que nous avait recommandé Didouche Morad. Oui. Didouche Morad, une figure séduisante d'après les historiens, l'une des figures les plus séduisantes du mouvement nationaliste, Didouche Morad, qui nous dit ceci: si nous venions à mourir, défendez notre mémoire. Qu'est-ce que c'est défendre nos mémoires? C'est l'évocation. Une émission comme celle-ci, c'est encore une évocation qui nous interpelle pour nous dire, vous avez une dette morale à... Un devoir de mémoire. Oui, un devoir de mémoire. Deuxième aspect, une interpellation de notre conscience pour nous dire, est-ce que vous avez été digne de ce sacrifice? La question est posée. Moi, je ne peux pas incarner ni la conscience locale, ni la conscience nationale. Deuxième aspect, c'est ma rencontre avec Madame Mamria Zoubeida. Oui. Rencontre entre l'histoire et la littérature. Madame Mamria s'est impliquée dans l'écriture, dans la nouvelle. Pour moi, la nouvelle, c'est aussi important que le roman. Hein. Il y a des nouvellistes, de célèbres nouvellistes. Aujourd'hui, on a l'impression de dire, tiens, une nouvelle. C'est comme s'il n'était pas capable d'écrire un roman, il se limite à la nouvelle. Madame Mamria, vous êtes au rendez-vous parce que vous associez l'histoire à la littérature et à travers la nouvelle. Vous êtes dans le bon chemin et félicitations. Ceci dit, les enfants, je connais le courage et la bravoure de certains de nos enfants. Ils peuplent cet immense pays-là. Oui, le peuple, l'essentiel, c'est d'aller chercher, d'aller dans l'investigation pour les retrouver. Trouver justement le passage de ces enfants aux côtés des adultes.
Le premier qui revient régulièrement dans notre conscience, c'est le petit Omar. Oui. Le neveu de Youssef Sadi, Oui. le petit Omar, Youssef Omar. Youssef Omar, c'était les yeux de Mohamed Larbi ibn Mehdi. Exactement. Il connaissait la Casbah coin par coin et il était le guide de Mohamed Larbi ibn Mehdi. Il connaissait toutes les caches, toutes les ruelles, toutes les impasses. Il y avait un autre enfant, adolescent, celui-là, c'est Mahmoud Mohamed Bouhamidi, Bouhamidi. qui était avec lui dans le Mohamed refuge avec Bouhamidi, Ali Lapointe et qui Hasib périt Abou toujours dans l'explosion déclenchée et fomentée par les parachutistes de Jacques Massu. Ce qui est désolant, monsieur Hassan Arabe, c'est que Bouhamidi a été pendant de longues années complètement oublié. Complètement oublié. Tout récemment, j'ai dû intervenir avec ses parents, hein, et c'est une énigme. Hein. Il disait, mais que se passe-t-il? Pourquoi Mahmoud Bouhamidi n'est pas cité parmi Hassib Mbouali, Ali Lapointe, le petit Omar? Et il est revenu, il a été réhabilité, il est revenu. Donc, Bouhamidi, qui exercer les mêmes fonctions, le TISA, le correspondant, le transport d'âme d'un coin à un autre, d'une missive d'un coin à un autre. Les enfants dans la guerre. Les enfants dans la guerre. Puis on va les retrouver dans les manifestations populaires. Manifestations de décembre 1960. Je vais commencer par Saliha Wathiqi. Oui. Saliha Wathiqi, 12 ans à Belcourt, le 11 décembre, elle demande à l'un des manifestants de la porter sur ses épaules. Pourquoi la porter sur ses épaules? Pour hisser tout haut et plus haut le drapeau national, l'emblème national. Ce qui rendait furieux la soldatesque française, parce qu'il fallait neutraliser le porteur de drapeau, et on n'a pas hésité à tirer sur une fillette. De là à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Un autre enfant, Saïd Sansal, tué pendant les manifestations de décembre 1960 à Bebloued, âgé de 7 ans. Encore un enfant assassiné par les parachutistes comme un rouleau compresseur qui dissémine tout sur son passage et qui n'hésitait pas à tirer sur les enfants et sur les femmes. Je profite de cette occasion pour évoquer des événements qu'on a aussi oubliés. Ce sont les manifestations populaires du 1er et du 5 juillet 1961. Une deuxième fois, pour contrer la politique de la répartition de l'Algérie, le peuple algérois, le peuple algérien est sorti de nouveau dans la rue pour contester la politique coloniale. Avec femmes et enfants. Oui, femmes et enfants, exactement. Et Kayaka, je tombe sur une autre victime, Nedjia Khouja. Nedjia Khouja de Katsiglion. Aujourd'hui, c'est Bousmaïl. Bousmaïl, oui. Katsiglion, cet enfant de 12 ans, cette fillette de 12 ans, n'a pas voulu rester chez elle en train de jouer de la corde aux osselets ou à la marelle. Elle s'est mêlée aux manifestants, beaucoup de femmes, à Bousmaïl. Beaucoup de femmes étaient dans la rue, à drapeau en tête, et la petite Khouja a saisi le drapeau national et on n'a pas hésité à tirer sur elle. Le 1er juillet, à Diyar Mahsoul, Maghraoui, Farid Maghraoui, 10 ans, a été assassiné par les parachutistes. Je peux citer d'autres exemples, mais... D'autres exemples, et Madame Mamria Zoubaïda s'est intéressée à la première shahida. Oui. La première femme tombée au champ d'honneur. Oui. Shaib Zahir, qui porte son nom. Elle porte un nom symbolique, oui. Elle porte un nom qui va la distinguer de toute façon. Oui, oui. Moi, je voudrais seulement vous rappeler la période. Elle est morte quand même le 18-19 novembre shahida, oui, 54. C'est-à-dire au lendemain du déclenchement. Tout à fait. Et donc, à cette période-là, quelle conscience on avait vraiment de la révolution? Le peuple, je parle du peuple. Oui. Rares étaient les gens qui savaient très bien ce qui allait se passer et ce qu'on allait faire des uns et des autres. C'est vrai qu'avec quelques maquisards, il y avait des responsables, il y avait des nationalistes qui avaient quand même organisé le déclenchement, mais le peuple, la grande masse n'avait pas tellement conscience. Et que cette femme, à cette époque-là, meurt, oui. alors que les autres n'ont pas été tués, les autres femmes n'ont pas été tuées,
Et parce qu'il faut quand même dire aux gens que c'est un milieu rural, donc très conservateur. Comment se fait-il que cette femme a pu trouver la mort aux côtés de grands noms? Ah oui, Badji Mourtar. Badji Mourtar, Oui. rien que ça. Et elle est morte. Et bien morte de sa plus belle mort. Et les gens l'ont complètement oubliée. On a parlé des shahids, donc entre autres Badji Mourtar, mais elle, pas du tout. Pas du tout. Et moi, chaque fois que je passe, parce que je vais au bled, et je m'arrête parce que mon mari est mort là-bas. Accident de voiture, donc je m'arrête. Et en contrebas, il y a leur ferme, la ferme où il est... La ferme des... Là où il est mort, Oui. où ils sont morts. Et donc, elle m'interpellait. Chaque fois, c'était sa mémoire qui me disait « Ne m'oublie pas ». J'ai fini par écrire une nouvelle, Oui. la toute première. J'ai un petit peu romancé, parce que je me suis mise dans la peau de cette jeune fille qui était très courtisée, que tout le monde aimait. Elle était, son propre père l'aimait beaucoup parce que c'était l'aîné de la famille. Contrairement à ce qu'on peut penser, il lui avait donné déjà un statut dans la famille. Elle avait un statut. Elle avait le droit à la parole, elle avait le droit même de toucher au fusil. Et elle avait vu venir le campement scout, parce que Badji Mourtar s'occupait des scouts, et elle a vu venir cet homme très charismatique. C'est quelqu'un qu'on respectait. Hein, il avait une autorité, pourtant très calme et très gentil, cet homme. Je l'ai connu personnellement. Elle le voit venir et donc elle va être fascinée par l'homme, et elle va être fascinée par son action. Et je suis sûre que c'est un peu ça qu'il a envoyé. Elle aurait pu se marier, avoir des enfants comme les autres, tout ça. Non, elle est restée fidèle donc à son engagement. Et elle voulait absolument être de côté de ces gens-là. C'était un choix délibéré. Un choix. Voilà. Ce n'était pas quelque chose on ne l'a pas obligée à faire ça, Oui. pas du tout. Et donc elle s'est engagée certainement. Qu'est-ce qu'elle faisait en fait? Leur ferme était un cache d'armes. Hein. Oui. Et donc elle cachait les armes. Elle cachait même les documents. Et même, à l'époque, il y avait une mine de zinc juste à côté. Oui, oui. Et là-bas, il y avait des bâtons de dynamite. Et les gens qui habitaient là-bas, ils travaillaient la terre, mais ils allaient quand même travailler à la mine. Ça leur faisait un peu d'argent. Les gens étaient pauvres. Hein. Même si on avait une petite ferme, mais même la misère était générale. Hein. Il ne faut pas magnifier quand même. Eh bien, son père ou son oncle avait réussi à subtiliser des bâtons de dynamite qu'elle cachait. Parce qu'ils avaient l'intention de détruire le viaduc sur lequel passait le train de minerai, qui traînait donc le minerai de l'arrière-pays vers le port d'Annaba. Et la quête l'objectif Kench de Badji Mourtar, c'était de détruire ce viaduc, coûte que coûte. Il avait tenté la première fois, et donc il va être prisonnier, et il va tenter une autre fois. Bon, il n'a pas pu le faire, mais il a quand même faisait des déraillements de train constamment, jusqu'à sa mort. Quoi. Mais Cheib Zeyr, pour moi, c'était quand même quelque chose dont il fallait parler. Et donc, je vais écrire la nouvelle en me mettant carrément à sa place et pour voir. Je me suis dit, à cet âge-là, on aspire à la vie, on aspire à un tas de choses. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit allée dans cette voie jusqu'à la mort? C'est pas son nom propre qui était... Par rapport à Badji Mourtar, je pense que son nom a été quelque chose catalyseur, c'était quelque chose qui a attiré. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'à l'époque, on ne tuait pas les femmes, c'est-à-dire l'armée française ne tuait pas encore... Les enfants ne tuaient pas parce que ils ne se sont pas rendus compte que le peuple, c'était aussi les femmes et les enfants. Oui. Dès le départ, les Français n'avaient pas cette conscience. Il y a eu 45, hein, il y a eu des femmes et des enfants. Ça, c'est un carnage qui ne s'explique pas rien, d'ailleurs. Il y a eu d'autres cas, après on va revenir. Par contre, tuer une femme ou tuer un enfant, ce n'était pas tellement dans leurs intentions. D'autant plus que, d'ailleurs, les moudjahidines vont utiliser le voile de la femme et vont se faire passer pour des femmes. Oui. Des voiles noirs, voilà, des voiles blancs, mais de toute façon, ils vont utiliser l'apparence des femmes pour passer inaperçus.
On ne fouillait pas tellement les femmes, on ne les touchait pas, en quelque sorte. Quand la guerre est devenue totale, Voilà. on n'a pas hésité à torturer les enfants Les hommes et les femmes. Oui, oui. 56, 57, 58. Je reviens, Mais parce, avant, non. parce que Mme Mamria touche un point très sensible, à savoir le phénomène pernicieux de l'oubli. Il y a des femmes, il y a beaucoup d'Algériennes qui ont une conscience très avancée. Et je vais citer une femme à laquelle s'est intéressée notre ami Kamel Bouchema. C'est Oudaï Zoulikha de Cherchel. Oublié aussi. Oui, Oudaï Zoulikha de Cherchel, qui dirigeait toutes les cellules, tout le réseau FLN à Cherchel. Déjà, ses premières actions. Une femme responsable des réseaux FLN. Ensuite, elle devait être acculée, recherchée, elle rejoint le maquis. Elle va retrouver son mari qui va être shahid, martyr. Son enfant, Rajla, son mari, son époux, et son fils. Elle va tout sacrifier. Et elle, regardez. La femme sans sépulture, c'est le titre de oui. Elle rejoint les maquis et elle garde son poste de responsabilité. C'est-à-dire que les unités de la LN, elle les commandait. Elle était respectée par tous. C'était des femmes exceptionnelles. Vous avez également consacré un livre à une autre shahida, une femme de caractère, Baya Hussein. Ah oui, Baya Hussein, encore je dirais encore une légende, encore cet engagement précoce. À l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, son père était déjà mêlé dans le combat politique, dans le PP anti-LD. Et déjà, à cette époque-là, elle était militante. La guerre survient. Elle ne peut que continuer dans le même sillage. Et à 16 ans, 17 ans, elle est intégrée dans le réseau des poseuses de bombes. Elle est arrêtée. Elle est condamnée à mort à l'âge de 17 ans. La plus jeune des condamnés à mort, Baya Hussein. Baya Hussein, ce qui est intéressant chez cette jeune femme, cette moujahida, c'est que pour elle, le combat ne s'arrête pas en 1962. Elle continue. Elle continue à défendre les droits de la femme. Et dans ce livre-là... Un autre combat. Oui, un autre combat. Dans ce livre, je cite une phrase choc. Elle nous dit, la guerre de libération nationale a permis aux femmes de faire détruire les digues. Moi, ce que je voudrais ajouter, justement, le combat des femmes, je peux pas dissocier. C'était le peuple qui se battait. C'était le peuple, exactement. Avec toutes les capacités qu'il pouvait avoir, que l'enfant, la femme... C'est cet élan populaire, justement, la révolution algérienne, elle avait cette particularité. Oui. C'est toutes les couches sociales. Vous savez, le 20 août a été déterminant. Oui. On a dit, parce qu'on a pensé que quelques félagas ou non, alors il a fallu faire une démonstration, dire ça concerne aussi les... Et il faut faire le distinguo entre la femme rurale et la citadine. La citadine, comme vous venez de citer, ont été très médiatisées. Et tout de suite, c'est l'opinion internationale qui va dire, attention, ce n'est pas ce que dit la France, tout le monde est concerné. Voici des femmes qui luttent. La femme rurale, il y en a eu beaucoup qui sont mortes mais alors là, dans l'anonymat total. Les enfants. Oui. Pourtant, tués quand même. Il y a eu quand même des documents. Enfants, oui. Alors, aujourd'hui, on a tendance à focaliser sur les personnes des zones urbaines qui ont eu le mérite qu'il faut. Mais il y a eu énormément de personnes mortes dans les zones rurales, des femmes qui se sont battues, j'allais dire, avec peu de moyens et qui vont laisser la vie aussi, comme ça. Et celles-là, elles sont légion. Vraiment, il y en a eu beaucoup. Justement, oui. Merci Madame Mamria, pardon. À Boussaïda, pendant la guerre d'indépendance, des femmes avaient pour fonction, pour rôle, pour tâche, pétrir des galettes de pain pour les unités de la LN. Oui. À raison de 400 galettes par jour.
les Français vont s'apercevoir qu'il y a des femmes qui sont en train d'assister les unités de la LN en fournissant le pain, ils viennent et ils leur disent « Ah, vous nourrissez les Félagas. Eh ben, nous allons vous apprendre un peu cette adhésion populaire qu'on vient de le souligner, Madame Mamria. » Elles ont été amputées à vie de leurs mains. Je me propose de faire un saut à Boussada, de voir si ces femmes résistantes à leur manière sont encore vivantes pour prendre leur témoignage et pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli, comme vient de le dénoncer Madame Mamria. Des femmes qui sont retrouvées sans main, parce qu'elles pétrissaient le pain pour nourrir les unités de la LN. Les femmes et les enfants, c'était les premières victimes de la colonisation, par tous les moyens, parce que l'expression yaouled, etc., qui ont été des enfants réduits à l'état inhumain, j'allais dire, servitude. Madame. De servitude, oui. Servitude, c'était des enfants qui étaient cireurs. Moi, j'ai vu ça. Oui. Ils étaient cireurs, alors ils courent après le bonhomme pour lui serrer ses chaussures, ils lui donnent un coup de pied, comme ça, quand le bonhomme est mal luné. Ils vont dans les cafés, dans les bars, parce que c'est là-bas qu'on a des Français qui portent des chaussures, en fait, des chaussures à cirer. Ils vont pas aller dans les cafés morts, ou et ils vont là-bas, et donc, eux sont carrément mêlés à ce type de population, et ils vont subir, Adal les cireurs. Alors là, les Aouled, c'est les porteurs de... C'est vraiment des anonymes. Aouled, il n'a même pas de nom. C'est l'esclavage, une forme d'esclavage que les enfants vont subir. La plupart, d'ailleurs, meurent de misère. Cette misère-là... La France coloniale avait tué à travers plusieurs procédés. C'est une colonie de peuplement, on devait mourir. Monsieur, la colonie de peuplement, M. Pelrouche va certainement me soutenir. Vous savez, il y a 3 façons de tuer un peuple. Parce que la colonie de peuplement, ça veut dire je viens occuper ton pays. Donc toi, tu ne vas pas exister. Il y avait un projet du grand remplacement à l'époque. Tout à fait. Alors, il faut le dire maintenant. Il y avait 3 façons. La première, c'est la spoliation. Je t'enlève. C'est des gens qui ont la terre. Je t'enlève ta terre, tu n'auras plus à manger, tu vas mourir de faim. Et alors là, des hordes vont marcher comme ça, vont errer. Et je vous renvoie au livre de Tahar Wattar, où il parle de Nawa qui va manger le foie d'un âne mort parce qu'il n'y avait rien. Deuxième chose, c'est les maladies. Les Français ont ramené la tuberculose, la syphilis. Et le choléra. Le choléra va venir par de fait. Alors, la syphilis, parce que l'hygiène chez nous fait partie de nos pratiques religieuses. Et ils vont avoir la syphilis et la tuberculose. On s'aime bien, donc on transmet la maladie par sympathie. Et la troisième chose à laquelle personne ne pense, c'était les guerres. La France va prendre la fine fleur de l'Algérie et elle va l'exposer donc aux guerres qu'elle menait. Sur des fronts qui ne nous concernaient pas. Voilà, c'était des guerres qui ne nous concernaient pas, mais bon, les Verdun, les Sedan, Rahou, Ketlethom. Le pont du Zouave, c'est pas pour rien qu'elle l'a fait. Je connais le Zouave. C'était l'Algérien qu'elle a d'être de l'Amérique, de l'Argentine. Elle va faire un corps d'armée avec la fine fleur. Donc il y avait 3 façons de nous exterminer. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre, par le biais de l'école, parce qu'ils se sont rendus compte quand ils emmenaient les gens de l'armée, ils ne parlaient pas la même langue et ça posait problème. Il fallait leur donner quand même les rudiments de la langue, les laisser aller à l'école. Donc la fameuse égalité, fraternité, grand point d'interrogation. Elle va ouvrir les portes de l'école. Mais attention, il ne faut pas qu'il aille très loin. C'était l'aliénation déjà. L'aliénation par la langue, par un tas de choses. Et elle a mis un filet. Il ne faut pas qu'il aille très loin. Les quelques personnes qui ont réussi, comme je dis tout à l'heure, à traverser les mailles. Comme on dit. Je ne sais pas rien ne me prédestiné. Mes frères, mes sœurs et tout ça, je ne sais pas qui fait ça. Le certificat d'études, c'était le seuil. Hein. Ma sœur a eu le certificat d'études, pour nous, c'était l'alamin. Mais
Anna, Khouya, Hamid, Rabbi Yarhamou, Leila, ma soeur, tout ça, on passait à travers les kifesh, je ne saurais pas vous raconter kifesh. On a subi quand même. Hein. Par contre, à l'école, les quelques personnes qui ont réussi, justement, elle va les assimiler. Elle va tout faire pour les assimiler. Et donc, elle va créer avec le code d'assimilation. Et quelque part, ils ont essayé de faire dans le manifeste, les Benjeloun, les trucs, ils ont fait à un certain moment, elle a pris. Donc, il y avait des avocats, il y avait des pharmaciens. C'était les fonctions libérales, d'une manière générale. Voilà. Oui. Ils vont comprendre sa langue, son histoire, et sont eux qui vont la déboulonner. Oui. Par sa langue. Parce qu'ils ont pris connaissance de son histoire et de son intention, ce qu'elle faisait dans ce pays-là. Et ils vont eux-mêmes commencer par penser à une façon de dévisser l'appareil colonial installé, une colonie de peuplement. Le Sénégal, je crois, 3 ou 4 pays, c'était des colonies de peuplement. C'est-à-dire le pays ne vous appartient plus. D'ailleurs, l'Algérie était un département français. Je ne sais pas si les jeunes se rendent compte de cette tragédie. Exactement. D'ailleurs, ils ont favorisé, M. Amara Belkhouja également, la famine, la fameuse famine de 1868. 67-68, oui. Oui, c'était l'hécatombe également. 1 million de morts. Et selon Djilal Issari, il parle de 2 millions de morts. Hein, là aussi, c'est notre débat sur l'histoire, la famine. Mais je reviens toujours aux enfants. Hein. Oui. Je dirais peut-être quelques mots sur la famine. Hein. Les enfants, à Tiaret, enfin, toutes les grosses villes urbaines avaient leur corporation de cireurs. Oui. À Tiaret, nous avions la nôtre. Et dans cette corporation, 2 enfants vont se distinguer. Ils avaient à peine 10 ans, hein, c'est des yaouleds, hein, des mouflés de 9 ans, 10 ans, les porteurs, les cireurs, les vendeurs de journaux, misère totale, qui commence depuis l'enfant jusqu'au paysan de la Déchra, qui n'a même pas un âne pour labourer son petit lopin de terre. Alors, spoliation. La spoliation. Oui, ces 2 enfants vont être impliqués dans le lancement d'une grenade dans un bar. Et on va les arrêter en les accusant d'avoir lancé une grenade. Et ils vont passer de 57 jusqu'à 62 en prison. Voilà, de jeunes moudjahidines. Ils ont eu droit à la prison. La prison, oui. Contre tous les droits du monde entier. Un enfant qu'on jette en prison, c'est un enfant qu'on tue. C'est clair. Pourquoi on a dit... C'est clair. C'est ça, on le tue, c'est la mort dans l'âme. Et vous savez, quand vous prenez par exemple une personnalité, un shir qui est très respecté, honorable, tout ça, et vous le mettez en prison dans une cellule où il n'y a pas de latrine, c'est-à-dire, vous avez vu dans le film, notre grand héros, Ben Boulaïd, Mustafa Ben Boulaïd, oui. Et donc, vous l'avez lissé parce qu'il y a des besoins naturels, il ne peut pas faire autrement, il va vivre ces scènes-là devant tout le monde. C'est une façon de le tuer. Il n'a plus d'honneur. Et l'Algérien, tout ça, vous lui avez enlevé son honneur. Absolument. Et ça, c'était aussi des méthodes d'avilissement, des méthodes une façon de détruire la personne. Moralement. Et moralement, il est détruit. Même qu'il y de la prison, il est détruit. C'est terrible ce qui est arrivé. Monsieur Hassan, je reste... Il y a les souffrances physiques que nous avons subies. Des atrocités, la douleur pendant la torture, mais la souffrance morale que vient d'évoquer Mme Mamri. Souffrance morale, c'est apporter un affront ignoble à la dignité humaine. À la dignité humaine, à l'honneur d'une personne. Chapitre enfant, tiens, à propos de l'humiliation. Oui. Chapitre enfant à Castiglione. Je reviens toujours à Bousmaïl. Voilà. On a obligé, pour humilier le père et l'enfant, on a obligé l'enfant de 10 ans à manipuler la génératrice génératrice d'électricité. La gigène, oui. La gigène. Et on l'a obligé
à tourner la manivelle pour produire l'électricité contre son père. Contre son père, son propre père. Ces images-là, ces images... Et vous, quand vous prenez dans les zones rurales, ils mettaient les femmes nues. Oui. Ah oui, Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, je ne parle pas de Le père, le frère et l'enfant vont voir leur mère ou leur sœur nue. C'est... On ne peut pas, il n'y a pas de mots pour dire... C'est-à-dire que tous les moyens que la France a employés, c'était non seulement... Je ne sais pas, c'était du sadisme, il y avait la guerre, mais c'était... Parce que c'est un pan entier. Quand on s'attaque à la femme et aux enfants. À l'honneur. C'est la famille. C'est ce qui fait la famille. Ils savaient ce qu'ils La faisaient. structure de la Ils savaient ce qu'ils C'est le faisaient. cœur de la famille, oui. Vous savez ce qu'il faisait. La famine, 1867-68. D'abord, toute cette violence, toute cette haine pendant la guerre d'indépendance des Français contre les Algériens. Ça a ses sources, hein. Elle a des sources, elle a des origines. Les origines, c'est quoi? C'est l'élaboration des théories raciales. Tout simplement. Et 1867-68, la famine, c'est parce que les penseurs, entre les guillemets, les penseurs ont dit, si jamais il y a un état de disette ou de famine, il faut laisser les Algériens périr de faim. De leur belle mort. Parce que ce que j'avais expliqué... Mais ياكلش. Oui, ce que j'avais expliqué, c'est avant 1830, depuis tout le temps, jamais on a entendu parler de famine dans cette région. Ils ont détruit le système agraire. Toutes les structures agraires traditionnelles ont été détruites. En détruisant la base agraire. Le peuplement, c'était déstructurer tout ce qui existait. Alors, à chaque disette, à chaque famine, des familles entières périssaient de famine. Je vais vous raconter une histoire. Oui, allez-y. Il y avait dans la région de Soukaras un certain Villard qui était un colon costaud. Et c'était le mois de décembre, donc la veille, donc c'est Noël. Et il a neigé. Le col de la Verdure, quand il neige, on ne peut plus bouger. Il neige plus maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et Villard s'est rendu compte que le garçon boulanger n'a pas livré le pain. Il devait venir de la ville, il livre le pain avant, c'était comme ça. Et il n'arrivait pas, les invités étaient là, il fallait avoir du pain pour la table, quoi. Et il n'y avait pas de pain. Alors il appelle le Khames, يا محمد تخرج شاه يجري لابس قشابيه يترعد تو سكي لافي في القربي تاعو ليه قال له جيب عندك الخبز قال له مسيو فيلار عندي خبز. C'était le seul pain qu'ils avaient, le seul repas qu'ils avaient, c'était un pain d'orge. راح يجري جابها تاع ولاده c'est tout ce qu'il y avait. وعنده ولده الاخضر قاعد يشوف. هز هذيك الخبزه وطلع يجري بها قال له انا ناكل خبز بغل، هذا خبز تاع البغل ما ناكلش، روح قول لولدك يهبط لسوق راس يجيب الخبز. Un pain d'orge. لا, il lui a donné le pain d'orge. قال له moi je mange pas le pain d'orge qui est خبز البغل. Destiné au milieu, oui. Dis à ton fils d'aller à Soukaras, ramener le pain et donne-lui la mule. البغله الشهبه هذيك. Le garçon لبس القشابيه تاعو وركب في اللامول وراح. امه بيتها تبكي على بالو بها ما ينجمش لو كول دو لا فيرتور يموت يحنى. هو وصل لسوق هراس راح طول للكوري بات الليله هذيك سيتي لي سور دوبيرج. Le lendemain il vend la mule, il s'engage في l'armée. راح. Et évidemment, ils n'ont pas eu le pain, ils ont quand même festoyé avec le pain d'orge. Et la mère, qui ne voyait pas revenir son fils, elle était sûre qu'il était mort, tout ça. Et des années plus tard, le garçon revient avec la tenue militaire, avec des grades. Son propre fils à Villars est mort dans la guerre mondiale. Et sa mère, la mère est morte aussi de chagrin. Il ne restait plus que lui dans son fauteuil roulant. Et le jeune, l'Akhdar, va revenir. Et il va voir Villars pour lui montrer qu'il a quand même réussi. Et Villars, qui était assis sur sa mule, avec la canne, il lui touche le ventre et lui dit « Wen hi l-baghla »
n'a pas oublié. جاب البغلة هنا Ouais. يشدوا هو من لاكان ويجبد on dit que la chaise راحت dans le précipice. Et il y a la chanson, donc il y a الأخضر تاع الأخضر يا ربي سيدي واش عملت أنا ووليدي ربيتو بيدي وداتو فرنسا المخلية. C'est sa mère qui a composé cette. نمشي وندادي من عنابة لواد زنات يا وين نباتي في حين مليلة المخلية. نمشي ونروج كي كنت شابة وليت عزوز من فرقة ممو عينيا يا بطويجين يا لدرع سلال السكين دينك في ولد الرومية. C'est l'original. Après cette chanson va être transformée par Hamadi. Nora va la chanter autrement. Mais l'original a dit. C'est cette Merci histoire. beaucoup pour cet éclairage. Ne me dites pas surtout qu'il n'y a pas une nouvelle littéraire sur le sujet. Absolument. Il y a. Voilà. Donc, cet hommage donc, à ce sacrifice des enfants. Voilà, l'Akhdar, c'était sacrifié. C'est sacrifié, exactement. Et puis, les Français n'ont pas arrêté de tuer, même après le cessez-le-feu. L'OAS qui a ciblé notamment les femmes, les enfants, n'est-ce pas? Il y avait la journée, c'est-à-dire ils avaient des journées, les dockers, les femmes de ménage. Tout à fait, les femmes de ménage. Beaucoup de femmes de ménage sont mortes comme ça. Et avant, il y avait le laitier. Oui. Le laitier, يجيب الحليب للي فرنسي العرب كان صاحبته ريت الحليب ولا ريت البن روح حل. Mais les Français, ils avaient leur laitier qui venait. À cela, ils ont été, surtout à Constantine. Il y a eu beaucoup de laitiers qui sont morts comme ça, des jeunes laitiers qui venaient distribuer le lait dans les quartiers français. Évidemment. Dans les quartiers français, ils venaient distribuer le lait. Et ben, c'était des jeunes qu'on ne retrouvait pas. Ils disparaissaient. À savoir le cortège et tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut citer comme atrocité? Je ne sais pas, moi, c'est un éventail très très large. Moi, je suis en train d'écrire un scénario de film pour ma sœur. Ma sœur a été une institutrice dans une mine. Donc, Bekri, la première année d'enseignement, on vous envoie dans des régions déshéritées pour apprendre justement le métier. Comme on dit. Et donc, elle est partie dans une mine, la mine Mesloula. Mesloula, c'est une mine de plomb dans l'arrière-pays, entre Clairefontaine, la Winette et entre Tébessa et Soukaras. Elle va être dans cette zone. C'est la désolation, c'est-à-dire, il y avait les militaires d'un côté, il y avait les Moujahidines Fijbel, et puis un petit village de mineurs, quoi. Et ma sœur qui arrive là-bas avec son tailleur et ses talons pour enseigner. C'est une situation complètement burlesque. C'est-à-dire, elle est arrivée avec l'idée d'avoir une classe des enfants, tout ça. Et quand elle est arrivée, la classe des petits arabes, parce qu'il y avait la classe des Français, les quelques enfants de mineurs, ceux qui dirigeaient la mine. Et puis, les enfants des mineurs, les vrais mineurs, ils venaient pas. C'était une classe, mais les enfants ne venaient pas. Quand ils ont vu qu'il y avait une institutrice arabiya, mais ils venaient pourquoi? Il y avait le chauffage. Ils venaient, il y avait le feu, ils se mettaient autour, ils étaient là. C'était tout. Ils n'attendaient rien d'autre. Se chauffer. Oui, se chauffer. Et ma sœur va leur apprendre. Donc, à l'époque, elle m'a dit, et moi, j'étais complètement out. Je leur apprenais le conte de Blanche-Neige. J'étais complètement... Monsieur Belkhoja, vous avez également consacré un livre à un shahid un petit peu particulier parce que, comme je viens de le dire, a été assassiné par l'OAS. Il a été brûlé vif. Est-ce que vous pouvez... C'est Hamdani Adda. Oui, c'est Hamdani Adda. Hamdani Adda Tutaret, un officier de l'ALN qui dirigeait un peu toutes les opérations qui se déroulaient en ville. C'était sous son commandement. Ce qui fait, il était recherché. Et quand on l'a arrêté en 1959, il était au maquis 56-57. Quand on l'a arrêté, on le fait comparaître 4 fois. Hein. 2 fois à Tiaret, 2 fois à Oran, avec le système, la procédure d'appel. Il a été condamné à mort 4 fois. Condamné à la peine capitale 4 fois, mais non exécuté. Parce qu'à partir de 59, avec toute l'action du GPRA, toute l'opinion internationale, la guillotine a cessé de fonctionner, mais on continuait à exécuter par peloton, par les armes. Hein.
la guillotine qui a été mise en mouvement le 19 juin 1956 avec première victime Hamida Zabana, oui. qui va continuer jusqu'en 59. Hamdani Edda, l'OAS. C'est-à-dire que nous nous sommes trouvés en face de deux adversaires. L'armée française classique, qui a opté pour la répression massive et impitoyable, et puis elle a généré cette même armée, ce même système colonial, a généré la naissance de l'OAS, organisation armée secrète, parmi dans laquelle on retrouvait des officiers supérieurs de l'armée française. Non, l'un des plus gradés. Les plus gradés, Salan. C'est le militaire le plus gradé de l'armée française. Et les 4 généraux. Oui, 4 généraux. Les fameux Jouot, Zeller, Salan, et puis l'autre. Jouot, Salan, Charles et Zeller. Jouot, qui lui est originaire de Bousser, dans l'Oranie. Oui. On lui a donné le commandement de l'Oranie. Était au courant de toute l'activité de Hamdani Edda, par les renseignements de pieds noirs de la ville de Tiaret, qui allaient commettre des actions et des assassinats à Oran. Parce qu'à Tiaret, on pouvait les neutraliser, une petite ville. Ils allaient à Oran, commettre leur forfait et rentrer à Tiaret. Et ils ont donné des renseignements au général Jouot, qui lui donne des instructions à un commando qui va se déguiser en gendarme, qui vont pénétrer dans la prison d'Oran, la maison d'arrêt, et ils vont kidnapper, avec la complicité du directeur de la prison, Hamdani Edda et 3 de ses co-détenus, par ce commando d'OS, de pied noir, haineux jusqu'au bout des ongles. Ils les ont amenés dans la périphérie d'Oran, et ils les ont brûlés vifs. Voilà un peu la vengeance de... La guerre ne s'est pas terminée. Il a été brûlé le 12 janvier 1962, à 2 mois du cessez-le-feu. On a signé, le GPRA a signé le cessez-le-feu le 19 mars, qui prenait effet le 19 mars 62. La guerre a continué jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin avec l'OS. C'est la furie totale, Et on ne pouvait pas dissocier cette armée, comme vous venez de le dire, composée d'officiers, de déserteurs, d'officiers supérieurs de cette armée, qui ne voulaient pas lâcher l'Algérie. L'Algérie ne pouvait être que française. Il n'était plus... Donc, vous voyez un peu ce sacrifice qui commence depuis 1830, finalement. 1830, ce que j'allais dire, parce qu'on a commencé à tuer, c'est-à-dire la France a tué tout au long des 132 années de colonisation, n'est-ce pas? La colonie de peuplement, il fallait mourir, parce qu'elle avait déjà des systèmes pour éliminer le peuple. Ils ont essayé les enfumades, ils ont essayé les... il en a parlé en long et en large, et c'est surtout à l'ouest où ils ont... À l'ouest, et moi, je parlerai aussi de... Effectivement, quand il y a des interventions comme ça, des commandos qui arrivent pour la fameuse mine, la mine Mesloula, on va tuer 40 personnes. Pourquoi? Parce que les 40 personnes, c'était des ouvriers saisonniers qui travaillaient sur les arbres. Le beau-père de ma belle-sœur était là-bas. Et il avait un verger de mishmesh. Ça pousse très bien cette région. Ils vont venir, ils vont tuer 40 personnes. Le fils du monsieur qui avait cette ferme, Ken Fel-Askar, il faisait son service militaire. Il rentre. Il apprend que toute la famille a été décimée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un camion, il va à Annaba, deux grenades, le dimanche, il les jette l'église Saint-Augustin de Annaba. Il venge la famille. Mais l'OS va le brûler vif sur le cours Bertania. Il va être brûlé. Amara, il s'appelle Amara Shahid. Donc, Moussabel, c'est-à-dire il a fait ça et il n'a pas voulu quitter le lieu. Il savait qu'il allait mourir. Et l'OS vont d'abord le lyncher à cause de trucs, puis après carrément ils vont... Le lynchage, les sens on arrive donc vraiment à la fin de l'émission. Je sais que M. Ahmad Belkhouja, il a un message donc, à lire de... Oui.
Oui, d'une ce moudjahida. qui est impressionnant, et encore, nous sommes confrontés à l'oubli. C'est que toutes les moudjahidettes, et les moudjahidines évidemment, quand ils comparaissent face au juge militaire, ils comparaissent avec beaucoup de dignité. Que ce soit Belmihoub, que ce soit Bouhired, que ce soit Baye Hussein, que ce soit... Puis j'ai sélectionné, entre les guillemets, la lettre qu'avait adressée Zahiya Kharfallah à son avocat, qui lui dit ceci. Et cela reste valable un peu pour tout le monde. Hein. Elle exprime un peu ce sentiment patriotique, ce sentiment de dignité de toutes nos femmes, de tous nos hommes. Peut-être je vais évoquer Abdelrahman Talib. Lettre de Zakiya Kharfallah condamnée à mort à son avocat. J'ouvre les guillemets et je cite. En face des tortionnaires de la villa Suzini. La villa Suzini, c'est l'endroit le plus sinistre qu'avaient connu les Algériens pendant la guerre d'indépendance. Oui. Le service de DOP. Oui. On n'en parle pas. Encore. Celui qui va à la villa Suzini, ce sera un rescapé s'il échappe à la mort. Hein. En face des tortionnaires de la villa Suzini, des incendiaires des Mechta, je me sens à jamais innocente. Cher maître, je m'excuse si mon ton vous paraît un peu grave, mais la question pour moi a son importance, ma grâce. N'y réfléchissez plus. C'est-à-dire qu'elle demande à son avocat de ne plus faire des démarches pour obtenir ma grâce. N'y réfléchissez plus. Je ne veux pas la solliciter personnellement et n'aimerais pas que vous la demandiez pour moi. Je ne me sens, en effet, ni vaincu ni coupable. Je suis une prisonnière de guerre et l'armée à laquelle j'appartiens est déjà victorieuse. C'est elle qui doit me libérer ou me venger si je meurs assassiné. En face des tortionnaires de la villa Suzini, des incendiaires des Mechta, je me sens à jamais innocente. Que messieurs les responsables français décident. Il s'agit de leur honneur, après tout. Il n'y va pas que de ma vie. Je vous prie de m'excuser encore et de croire, cher maître, à mon amitié. À mon amitié, c'est pour lui dire que nous ne craignons pas la mort. Nous nous sommes engagés dans la lutte contre la présence française et... Je vous remercie tout simplement pour d'avoir lu cette lettre de Zahiya Kharfallah adressée à son avocat. Je tiens à terminer donc un dernier mot avec vous en beauté. Là, nous avons affaire à des femmes lettrées, des femmes qui savent se défendre et qui savent... oui, c'est vrai qu'elles étaient là et qu'elles ont quand même fait entendre leur voix. Mais moi, je rends hommage aussi à celles qui se sont tues et que personne n'a essayé de leur donner voix. Je me bats encore pour retrouver ces femmes oubliées, ces enfants aussi, qui ont donné leur vie sans avoir vécu, vraiment. Et c'est ça, mon combat se limite à ça aujourd'hui. Je suis en train d'écrire parce que les gens comme vous, comme moi, c'est des témoignages que j'ai pas la prétention d'être écrivain, c'est pas ça. Je ne cherche pas les palmes académiques. C'est mémoriel que vous voulez également... Parce que je me dis, je vais disparaître avec ce que je sais. Oui. Et donc, j'ai le devoir d'écrire et de laisser quelque chose. Peut-être d'autres personnes n'ont pas cette capacité de pouvoir écrire noir sur blanc, tout ça, mais j'invite les gens à écrire. À écrire, je sais pas, des témoignages. Ne gardez pas ça pour vous. Notre histoire est à écrire. Il ne faut pas attendre que les autres l'écrivent à notre place. Moi, j'écris, j'essaie de communiquer avec les jeunes qui ne connaissent pas leur histoire. Je leur fais un message. Vous avez une histoire glorieuse. Nous sommes le berceau, peut-être, de l'humanité. 2,4 millions d'années. Nous existons depuis 2,4 millions d'années. Les Capsiens, d'abord l'homme de Palikao, l'homme latérien, le Capsien, c'était nos ancêtres. Oui. Alors, il y a de quoi être fier. Absolument. Et je suis fière de mon Algérie, je suis fière de ce que j'ai vécu.
Et je suis fière de ce que je fais parce que je sais que je vais laisser un message aux jeunes. Ce sera le dernier mot donc, de cette Merci émission. beaucoup. On termine Merci. en beauté. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi d'avoir pensé à nous. Madame Zoubeida Mamria, je rappelle que vous êtes écrivaine, mais aussi scénariste. Monsieur Amar Belkhouja également, vous êtes auteur, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale et sur la colonisation. Ce que j'aime chez lui, c'est les documents. Ah oui. Ah, j'ai besoin de les Exactement. Absolument, la rigueur dans... la rigueur dans... Donc je tiens à remercier également les responsables du musée national central de l'armée qui nous ont prêté aide et assistance pour préparer cette émission. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a aidé également à la préparer. Et enfin, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie et à bientôt.